Cette semaine à Infothémis. Des ciné-causeries pour célébrer la fin du mois de l'histoire des Noirs, impact de l'invasion russe en Ukraine sur l'Abitibi-Témiscamingue et rencontre avec le député fédéral Sébastien Lemire. Votre bulletin à Infothémis commence ici et maintenant. Bienvenue à tous. Pour commencer, des ciné-causeries ont été organisées par le CJET et le Centre des femmes du Témiscamingue pour célébrer la fin du mois de l'histoire des Noirs. Rencontre avec le réalisateur du film Autrement d'ici, Lénine Nankassa-Boukal. Bonjour Lénine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de l'accueil, merci de l'invitation, ça fait plaisir. Tu es le bienvenu. Donc je voulais te parler parce que ton film a été sélectionné pour célébrer la fin du mois de l'histoire des Noirs à Ville-Marie. Il sera diffusé lors d'une ciné-causerie ce soir, au Rift. La ciné-causerie est organisée par le CJET. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ton documentaire? Il me semble que c'est un documentaire. Nous raconter déjà l'histoire et les personnages et tes inspirations donc, pour ce film. Merci beaucoup pour l'invitation. D'emblée, je tiendrais à préciser que je ne suis pas du tout cinéaste. J'ai jamais pris de cours de cinéma ou autre, mais d'abord même pour contextualiser le documentaire Autrement d'ici. J'avais déjà eu à prendre un cours dans le programme de développement social à l'UQAR, donc un cours que c'était plus donc de l'audiovisuel. Donc moi qui suis beaucoup dans l'événementiel, donc qui suis travailleur culturel entre autres, en plus d'être entrepreneur social, je me disais que c'était pertinent peut-être pour moi-même, donc d'un point de vue professionnel. Donc je l'ai pris le cours et à l'issue donc l'examen final, si on peut dire donc de ce cours, c'était donc de faire une production audiovisuelle et moi je l'avais fait sur les étudiants internationaux à l'époque. Mais force est de croire que c'était très loin d'être un document qu'on pourrait présenter quelque part. Donc comme ça, de fil en aiguille, j'en ai parlé à Parallèle et le but donc de faire le documentaire Autrement d'ici, qui est un court-métrage. Donc, je trouvais d'abord que le cinéma est un excellent moyen de sensibilisation et de vulgarisation. Donc, étant moi-même maintenant établi à Rimouski depuis 6 ans, et ce après avoir sillonné quand même le Québec de Huntington jusqu'à Fermont, en passant par Montréal, Longueuil, Laval, Québec. Des fois, je trouvais que on parlait très souvent, surtout quand on parle de l'immigration, de la régionalisation de l'immigration, on parlait beaucoup plus donc de l'échec de cette régionalisation de l'immigration. Alors que le parcours que moi j'ai eu quand même, je voyais qu'il y avait de très belles histoires à succès en région. Donc, et que le cinéma donc, pouvait peut-être mettre cela en phase et de relativiser des fois le discours qui se veut qu'il n'y a point de salut pour un immigrant en région ou bien même que les régions seraient réfractaires. Oui, il y a des échecs, mais oui aussi, il y a de très belles histoires à succès. Il y a des personnes issues de l'immigration bien enracinées en région, loin des grands centres métropolitains. Et donc, le film, Autrement d'ici, se voulait donc de mettre cela en exergue, de montrer ces beaux exemples aussi, ces belles histoires à succès en région. Donc, un d'ailleurs des personnages, Chanty, qui est arrivé au Québec, elle ne savait dire que 2 mots en français, bonjour et merci. Ça fera bientôt 20 ans qu'elle vit encore ici. Donc, le film aussi se voulait de montrer aussi que oui, on peut partir de rien, venir de loin et bâtir en région. Oui, le Québec ne se résume pas juste aussi à Montréal et à Québec. La personne qui dit que oui, effectivement, c'est facile ou bien que ça va être facile, ça doit être facile, mais ce n'est pas impossible. Donc, d'aller à la rencontre et découverte et magnifier aussi ces belles histoires à succès à travers le cinéma. Et par ailleurs aussi, ce court-métrage, sa beauté aussi, je pense que c'est le fait que
que ce soit sur ton iPod, à la maison, dans ton lit, tu peux le suivre. Donc, et la finalité même ou l'intention, quelque part aussi, de ce film documentaire, c'est que ça devienne même aussi un outil. Vendredi, donc j'étais aussi de même au Cégep de Rimouski l'année passée aussi, j'y étais et j'y retournerai même aussi euh, la session prochaine. Donc le film en soi devient un document qui peut permettre, oui, effectivement, de mettre la table, d'échanger et discuter. Comment ton film a été sélectionné pour être diffusé? C'est quand même assez loin de chez toi, chez nous à Ville-Marie, au Témiscamingue. Est-ce que tu as été contacté par le CGET? Comment ça se fait qu'il sera diffusé ici ce soir là, pour la ciné-causerie? Je ne saurais dire, c'est sûr et certain qu'il y a le seul fait donc que ce soit un film qui parle d'immigration en région, je pense que l'intérêt est là parce qu'il y a Mhm. très souvent des appels ou bien sollicités. Et je dois préciser que oui, le film a été réalisé avec le soutien de Parallèle et aussi grâce à la ville de Rimouski dans le cadre effectivement de l'entente culturelle. Et donc, c'est Parallèle qui s'occupe de la distribution donc, du film. Et j'ai reçu un courriel et après il y a eu un appel me notifiant que du côté d'Abitibi-Témiscamingue, il se voulait donc d'avoir le film pour le mois de l'histoire des Noirs. Et D'accord. ce qui m'a fait plaisir. Mais du coup, ton film va au-delà de s'adresser aux immigrants noirs comme toi, d'origine sénégalaise, mais ça parle à tous les immigrants du coup qui viendraient s'installer en région au Québec. Ah, mais effectivement, d'où le titre même à celui qui voit juste c'est bien. Autrement d'ici, le message aussi que je voulais faire peut-être passer par là, c'était que on peut ne pas naître ici, mais on peut se sentir bien ici et avoir un fort sentiment d'appartenance. Mhm. Donc, être un autrement d'ici. Et ce qui me fait même dire que pour moi, être québécois, ce n'est pas s'appeler trembler ou l'ego ou autre. Mhm. Être québécois, c'est de s'identifier à une société, à une collectivité et d'œuvrer quotidiennement à la prospérité ainsi qu'au développement de celle-ci. Donc, du coup, un autrement d'ici, c'est peut-être une personne issue d'ailleurs aujourd'hui qui contribue énormément et qui peut-être même personnellement a ce fort sentiment d'appartenance et qui, oui, qui est enraciné et qui contribue, que ce soit d'un point de vue culturel, social, économique, politique ou tout. Donc, je le répète, on peut ne pas naître ici, mais oui, on peut se sentir bien ici et être un autrement d'ici. Et je profite même pour lancer un clin d'œil du côté d'Abitibi-Témiscamingue. Si je vois le, le travail, par exemple, de personnes que je connais, quand même comme Aimé Pingui, qui est là depuis 13 ans, un Africain, qui, pour lui, c'est l'Abitibi, c'est l'Abitibi, c'est son coin de C'est pays, chez lui. c'est chez lui, donc il est là depuis 13 ans et aujourd'hui, même si ses racines sont africaines, aujourd'hui, il est québécois, il a sa famille là-bas, donc il est enraciné. Et je vois son engagement et c'est inspirant. Et il y a deux personnes, oui, effectivement, avec qui je dis qui m'ont fait davantage même connaître Abitibi, c'est lui, l'ancien maire, oui, effectivement, d'abord, c'est le politicien du coin d'Amont, qui nous a même d'ailleurs quitté il y a quelques années, et du monde comme Aimé Pingui de la mosaïque interculturelle qui fait rayonner la région. Et donc, moi, c'est quelque chose que, oui, effectivement, j'apprécie. Donc, d'où le film Autrement d'ici, mais j'ai eu un lucky call, comme on dit. Tu te décris vraiment comme un Québécois et tu l'es devenu. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait d'avoir cette double identité au Bah, je suis final, au québégalais. quotidien? Je suis Québégalais? Oui, je suis québégalais. Je dirais, je parle même pas de fierté de l'être, mais mes racines sont sénégalaises et mes feuilles de plus en plus teintées québécoises. Donc oui, je suis québégalais. Et pendant longtemps, c'est vrai que oui, effectivement, il y a toujours eu ce,
ce dilemme, je dirais pas, c'est ce tiraillement entre moi. Parce que moi-même, quand je vais au Sénégal, je suis devenu plus ou moins étranger. Mhm. Parce qu'apparemment, il m'arrive d'utiliser des expressions que même eux, des fois, ne comprennent pas, ou bien même des fois dans la façon de penser. Donc, du coup, tu deviens des fois même étranger là-bas. Et ici, on te rappelle des fois très souvent, tu viens d'où. Et Mhm. donc, une façon de te rappeler que oui, tu n'es pas d'ici, peut-être, même si c'est pas méchant. Donc, pendant longtemps, il y a eu ce tiraillement côté sénégalais ou autre. À un moment donné, ça fait longtemps et je m'identifie plus à ça ou ça, Oui. parce qu'en vérité, je ne suis que le produit. C'est toutes ces rencontres que j'ai faites depuis ma tendre enfance jusqu'à aujourd'hui qui ont contribué à faire de moi ce que je suis. Le Québec m'a beaucoup apporté, tout comme moi aussi. J'arrive avec quelque chose et que j'essaie d'apporter ma toute modeste petite pierre à l'édifice. J'en profite même pour dire que parce que des fois, je l'entends dans le narratif et des fois, c'est drôle. C'est à croire que les personnes venues d'ailleurs, leur vie commence ici. Mm. Donc, non, du tout. Notre vie ne commence pas d'ici. On vient avec quelque chose. On vient avec un bagage. Donc, et maintenant, il suffit de voir comment faire bénéficier aussi de la société d'accueil de ce bagage et comment s'enrichir aussi. Pour moi, c'est un échange et c'est un enrichissement. Donc, Mm. de part et d'autre. Donc, il n'y a aucune culture qui est parfaite et dans chaque culture, il y a des points positifs. Donc, il suffit d'être smart et essayer de s'enrichir de chacune de nos différences pour favoriser, oui, promouvoir le mieux vivre ensemble et célébrer la diversité dans toutes ses facettes. Moi, quand je parle de diversité, ce n'est pas juste une diversité ethnoculturelle, raciale ou religieuse. Mhm. Euh, je parle oui, effectivement vraiment de la diversité, vraiment dans toutes ses facettes. Donc, même que l'on soit femme, handicapée, aîné ou autre, parce que, à mon humble avis, chaque personne a un potentiel. Mais si la collectivité ne met pas la personne dans les conditions optimales où la personne peut déployer son potentiel, en vérité, c'est cette même collectivité qui n'en bénéficie pas. Donc, si vous qui venez d'arriver, même peut-être de l'île de la Réunion, avec votre potentiel, si la collectivité ne vous met pas dans les conditions où vous pouvez déployer votre potentiel, Mm. c'est la collectivité elle-même qui n'en bénéficie pas. Donc, c'est aussi une façon de relativiser le discours que oui, les immigrants, on les aide ou oui. Non, c'est que l'aide, elle est réciproque, c'est qu'on On s'entraide. s'enrichit, on s'entraide. Donc, ce n'est pas que non, ils font pitié, donc on vous nu têter l'Eldorado. Non, au contraire, c'est qu'on s'enrichit aussi. Donc, c'est aussi de relativiser, donc revoir cette posture du sauveur occidental, que oui, effectivement, non, je pense que c'est de part et d'autre. Et je préciserai même que lorsque une personne immigrante ou issue de l'immigration, parce qu'il y a quand même une nuance, moi, je ne me décris pas comme une personne immigrante. Je suis une personne issue de l'immigration. Parce que la question aussi est se poser, à partir de quand devient-on québécois? Une personne qui a fait ici 15 ans et que tu continues de le rappeler immigrant, tu es en train en même temps de lui rappeler que tu n'es pas d'ici. Et de l'autre côté, tu dis que oui, effectivement, il doit s'intégrer. Après 15 ans, tu l'appelles encore qu'il est immigrant. Donc, il y a encore même dans le narratif, je pense, quelques efforts à devoir faire. Mais juste pour continuer sur ce que je disais, lorsqu'une personne immigrante ou issue de l'immigration ne travaille pas à la hauteur de ses compétences, c'est une perte pour la société d'accueil. Donc, et que pour moi, le vivre ensemble, c'est un consensus et que comme je dis, s'il appartient à la société d'accueil de mettre sur pied des politiques et des programmes, pas pour favoriser, mais pour garantir une intégration. Je dis garantir parce que le discours qui se vend à l'international pour recruter. Donc, si tu dis au monde, venez chez moi,
Mhm. Venez souper chez moi, venez souper chez moi, venez souper chez moi. Assure-toi au moins d'avoir un barbecue ou quelque chose pour que le monde puisse se préparer à manger. Donc, il ne s'agit pas de favoriser une intégration, mais il faut la garantir, cette intégration. Donc, s'il appartient à la société d'accueil de mettre sur pied des politiques et des programmes pour garantir cette intégration, je pense aussi qu'il appartient à la personne qui vient d'ailleurs de poser les gestes, de poser les actes pour faire partie intégrante de la collectivité. Moi, j'encourage pas cette posture des fois victimaire donc, de la chose. Donc, pour moi, c'est de part et d'autre. Donc, ça se fait. L'intégration est une responsabilité partagée et que pour bâtir un nous, ça prend du soin de chacun. Et donc, le cabaret de la diversité s'érige donc à cet espace de rencontre. Et je ne veux pas des fois peut-être vendre des punchs dans le film, mais je pense qu'on ne peut pas vivre ensemble si on ne se connaît pas. On ne peut pas se connaître si on ne se rencontre pas. Chacun fait le pas vers l'autre. On se rencontre, on se connaît, on se découvre, on vit ensemble. C'était ton premier film et est-ce que tu penses que tu en feras un deuxième ou même un troisième? Oui, c'est le souhait, effectivement. Il y a bien des enjeux que j'aimerais scruter à travers ce médium que oui, effectivement, le cinéma. Je le souhaite énormément. Je souhaite énormément parce que je pense que le cinéma a un pouvoir, l'art de façon générale a un pouvoir de transformation sociale. Toi qui es passé à travers toutes les étapes jusqu'à devenir québécois et sénégalais, est-ce que tu considères que le Québec est sur la bonne voie dans le système d'immigration? Comme tu dis, il y a beaucoup de recrutement à l'étranger, on le sait. Est-ce que tu penses qu'ils sont sur la bonne voie? Bah, ce serait trop prétentieux de dire, de m'ériger même déjà en donneur de leçons. Ce Mhm. serait trop prétentieux de ma part. Mais de la modeste expérience peut-être que j'ai, et l'erreur aussi à ne pas faire, c'est de généraliser parce que les réalités sont différentes. Les réalités entre Montréal ou bien même les régions de façon générale et entre les régions aussi. Aujourd'hui, si je prends l'Abitibi-Témiscamingue, c'est sûr et certain que les enjeux ne sont pas Les mêmes. les mêmes comme oui, effectivement, peut-être, ne serait-ce qu'un point de vue économique plutôt, mais de façon générale, c'est sûr et certain qu'on en a besoin de ces personnes venues d'ailleurs pour bien des raisons. Présentement, on focus beaucoup plus sur la rareté de main-d'œuvre et qui est Mm. des fois même discutable parce que c'est comme si on réduit la personne immigrante à une force de travail qui doit répondre à un besoin capitalistique. Donc, l'immigrant se doit juste de combler ce besoin. Donc, ce qui occulte du coup toute la dimension humaine. Et je pense que moi, concernant, tout acte qui est posé en occultant la dimension humaine, je pense, est à réviser. Donc, oui, à bien des égards, je pense que il y a cette volonté des fois de plus en plus affirmée et de, de se diverser, mais je pense qu'il y a encore énormément, il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Et à bien des niveaux, que ce soit même l'accueil, du recrutement de l'accueil jusqu'au processus d'intégration parce que il faut aussi à un moment donné que ce soit la société d'accueil, qu'elle soit sensibilisée aussi, mais aussi que le monde aussi qui vient aussi, qui arrive d'ailleurs aussi, soit sensibilisé. Et si je prends les personnes issues de l'immigration, il y a quelque chose qui est fondamental et pour toute personne que l'on dit des fois intégrée, à celui qui voit juste ses biens, même si les parcours sont différents. Toute personne qui est dit aujourd'hui intégrée, toutes ces personnes ont quelque chose en commun, qui est l'acquisition de codes culturels et organisationnels. L'acquisition de codes culturels et organisationnels de la société d'accueil est, je pense, quelque chose d'inéluctable pour s'intégrer. Et parce qu'il y a intégrer, s'intégrer et se faire intégrer. Donc, et moi, dans cette période, c'est ce que je dis, c'est que quand on dit s'intégrer, il y a aussi cette volonté de faire.
on ne peut pas juste aussi rester dans son coin, toujours chialer, et que Mm. je ne suis pas intégré, ils sont racistes, mais toi, est-ce que tu poses aussi des gestes pour faire partie intégrante de cette collectivité? Les autres aussi qui viennent, qui accueillent aussi là, c'est bien beau d'ouvrir la porte de sa maison, de dire bienvenue chez moi, mais à un moment donné aussi, il faut laisser ces personnes avoir des invités, pouvoir se permettre d'ouvrir le frigidaire et de se servir aussi. Merci beaucoup pour cette entrevue, Lénine. C'était très intéressant de parler avec toi. J'ai Honneur, hâte. honneur et plaisir fut mien et merci Merci pour tout. beaucoup. Bienvenue à vous. Yann Marcotte, professeur au cégep de la Miscamingue, nous parle de l'impact de l'invasion russe en Ukraine sur notre région, notamment la hausse des prix de l'essence et des produits alimentaires. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous ai donc invité pour parler de l'impact de l'invasion des Russes en Ukraine sur notre région. Allons-nous observer des répercussions majeures et si oui, lesquelles? Je vous dirais que premièrement, comme la Russie est un important exportateur de gaz et de pétrole, bien, c'est certain que ça va avoir un impact sur le cours de l'essence. Donc, c'est certain qu'on peut s'attendre peut-être à une hausse du prix du pétrole et du gaz naturel. Donc, le prix à la pompe, c'est certain que ça risque de monter puisqu'on on va se retrouver avec une coupure d'alimentation en termes de gaz. Donc, s'il y a une baisse de l'offre, mais que la demande reste la même, surtout l'été, bien, c'est certain qu'on peut s'attendre à une augmentation du prix de l'essence. On peut s'attendre aussi à une augmentation, bien sûr, si le prix de l'essence augmente, bien, après ça, tout va augmenter. Donc, notamment le prix des aliments, le prix peut-être des matériaux de construction. Donc, dès qu'on va faire intervenir tout le transport qui utilise de l'essence, bien, c'est sûr que les marchandises tout va augmenter. Si je vous parle aussi des marchandises alimentaires, l'Ukraine qui est un gros producteur de soya, d'orge, de blé, et qu'on se retrouve avec une pénurie du côté de l'offre de la part de l'Ukraine, mais c'est certain que le prix de ces marchandises va augmenter, que ce soit le canola, le soya, le blé, donc tout ce qui est fait à partir de cela, que ce soit l'huile, bon, les différentes huiles de ces bases-là, mais c'est certain qu'on peut s'attendre à une augmentation du prix de ces denrées. Donc, une augmentation des prix des denrées alimentaires, augmentation du prix de l'essence et augmentation de toute autre marchandise qui pourra augmenter à cause de l'augmentation du prix de l'essence. Et étant donné que le conflit est encore en cours et très imprévisible, c'est difficile d'estimer, j'imagine, à combien ça va augmenter. En fait, oui, effectivement, c'est là, au niveau de l'essence, on sait qu'on parle de peut-être comment je pourrais dire, l'essence à 2 là, du côté de Montréal, mais effectivement, c'est très difficile à prévoir. Là. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est sûr que si d'autres pays décident d'augmenter la production pétrolière et gazière, là, c'est sûr, ça peut faire en sorte que ça va atténuer cette augmentation du prix de l'essence et du prix du gaz. Ça, c'est certain. Donc, il faudrait voir qu'est-ce que les autres pays vont faire, les autres pays exportateurs de pétrole. Est-ce qu'ils vont réduire ou augmenter ou maintenir l'offre actuelle? Donc, il faudra surveiller ce que les autres pays producteurs de pétrole vont faire en matière d'exportation. Et vous pensez à quel autre pays, notamment, qui sont Ça peut être producteurs de l'Arabie pétrole? saoudite, notamment. L'Arabie saoudite, le Venezuela, les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Irak, l'Iran. Donc, voir un peu quelle va être leur réaction dans le sens où est-ce qu'ils vont augmenter, réduire ou maintenir l'offre pétrolière. C'est sûr qu'avec les prix qui sont très élevés, un pays n'a pas intérêt à augmenter sa production de pétrole, mais sinon, ça peut avoir peut-être des impacts plus négatifs pour certains pays. Donc, il faudrait surveiller. Les pays producteurs de pétrole, qu'est-ce qu'ils vont faire là-dessus? Donc, on peut être inquiet pour nos portefeuilles, mais qu'est-ce que Oui, cela veut dire concrètement pour les relations commerciales entre le Québec et la Russie, cette guerre? au niveau des importations-exportations, on exporte plus qu'on importe. Là-dessus, là, je ne l'ai pas avec moi, mais je sais que je pense que c'est dans le Journal de Montréal, là, le samedi. Il y a un dossier là, vraiment là-dessus. Puis on voit le bilan importation-exportation pour le Québec. Je pense qu'on importe pour, je ne sais pas,
Il y a un chiffre, c'est 278 millions, puis là, je pense que c'est 878 millions. Lequel est l'importation, lequel sont les exportations, je ne sais pas. Mais je sais que là-dessus, là, il y en a un qu'on importe ou exporte plus. Donc, mais ce serait à vérifier. Donc, dans le Journal de Montréal de samedi qu'on vient de passer, il y avait des chiffres là-dessus. Là. Donc, c'est sûr que si on importe plus qu'on exporte, bien, c'est certain que on est moins dépendant. Alors que si on exporte beaucoup plus que l'on importe, bien là, c'est sûr qu'avec un conflit comme ça nous nuit. Donc, le fait que si on exporte beaucoup, bien là, il faut se trouver d'autres marchés. Mais si c'est l'inverse, on importe beaucoup, bien là, peut-être y aller avec d'autres produits, à moins que d'autres pays, pardon, pour importer les produits. Tout dépendant, c'est quoi les produits? Tout dépendant, qu'est-ce qu'on importe de la Russie? Donc, si c'est des choses qu'on ne peut pas trouver ailleurs, là, c'est certain qu'on est un petit peu plus dépendant. Donc, c'est plus problématique à ce propos. Est-ce que cet impact sur nos portefeuilles, vous pensez que nous, ici, en Abitibi-Témiscamingue, on va le voir tout de suite ou ça va être plutôt quelque chose qui va être graduel? Ça dépend, parce que je vous dirais que des fois, il suffit de pas grand-chose pour que les pétrolières se mettent à monter le prix de l'essence. Et comme je dis à mes étudiants, une petite crise politique à quelque part entre deux pays, puis pouf, l'essence met à monter de 2, 3, 5 sous. Ça dépend. Ça dépend vraiment des pétrolières. Des fois, les pétrolières prennent de l'avance sur les conflits pour anticiper, par exemple, les pertes potentielles. Donc, ça dépend. C'est vraiment les pétrolières qui vont décider qu'est-ce qu'elles vont faire. C'est vraiment elles. Puis, donc, est-ce que ça va être tout de suite, à long terme? C'est difficile à dire. D'accord. Merci pour votre temps, professeur. Merci. Pour cette entrevue. Sébastien Lemire, député à la Chambre des communes pour la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, nous parle des divers dossiers sur lesquels il a travaillé. Il aborde notamment la révocation de la loi des mesures d'urgence ainsi que la pension de la sécurité de la vieillesse. Je t'ai invité aujourd'hui pour parler de différents dossiers, donc sur quoi tu as travaillé ces derniers mois, mais également sur ce que tu fais en ce moment. Mais je vais d'abord te demander de revenir sur la situation à Ottawa et ce qu'on a vu avec le convoi de la liberté les dernières semaines. Qu'en as-tu pensé et donne-nous ton opinion sur la manifestation. C'est un contexte politique que j'aurais jamais voulu vivre. D'abord parce que c'est allé de part et d'autre trop loin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un laisser-aller. Je pense que d'abord, Justin Trudeau a fait preuve de laxisme et une absence de leadership total. Et à défaut d'avoir voulu même intervenir, il a été très absent et ce qu'il a fait, c'est d'être baveux, c'est d'être méchant, d'avoir traité de non les camionneurs. Et ça a remis de l'huile sur le feu inutilement. Je pense que c'est une situation qui était prévisible. Si des camions partent de la Colombie-Britannique, ils ont au moins 6 jours avant de se rendre à Ottawa. Il aurait été si simple de fermer les rues, surtout celles devant le Parlement, mais ça a été tout le centre-ville qui a été affecté, pour empêcher cette situation-là de voir des camions qui s'installent. Parce qu'un camion, évidemment, ça a la propriété d'avoir un espace dans lequel il y a des lits, des dortoirs, beaucoup d'espace pour des réserves de nourriture, de carburant et autres. Donc, c'était possible par la nature de c'est quoi un camionneur qui s'installe là longtemps. On l'a vu à Québec, la même manifestation s'est créée et la police, ils n'ont pas laissé rentrer devant le Parlement. Il y a quand même eu une manifestation et ça, c'est important. La manifestation, elle est saine en démocratie, il faut qu'elle ait lieu. Si on n'a pas d'accord avec la décision du gouvernement, ça doit être nommé. Et donc, la première journée, c'était correct qu'il y ait une manifestation. Le problème, c'est quand c'est devenu une occupation. Et donc, dès le soir de la première, quand ils ont décidé qu'ils restaient là, qu'ils s'installaient, et le lendemain, et que ça allait durer pendant 3 semaines de temps, c'est là que c'est un problème. C'est une occupation, et ça, en démocratie, ça n'a pas sa place de la même façon. Je pense qu'il y a des choses qui étaient légitimes dans ce que revendiquaient les camionneurs. Le problème aussi, c'est que le gouvernement n'a pas été à l'écoute de ça. C'est pas évident, là. C'est quoi leur revendication? Au départ, on parlait de gens qui voulaient avoir un accès aux États-Unis puis revenir, même s'ils n'étaient pas doublement vaccinés. Les États-Unis ont fermé leurs frontières aux camionneurs qui ne sont pas vaccinés. 90% des camionneurs ont été vaccinés. Donc, mais l'évolution a changé. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup là-dedans, qui finançait ça? Parce qu'entre les gens qui étaient sur place, moi, pour l'avoir vécu, pour avoir passé au travers, je ne me suis jamais senti en danger, là, sincèrement. Puis même la journée que la police était là, je suis passé, puis la police est encore là, j'ai jamais senti de danger pour moi, pour ma sécurité. Les gens qui étaient sur place étaient là, à mon sens, dans un esprit beaucoup plus pacifique
que ce que les médias ont voulu en rapporter. Par contre, il y a des gens derrière ça qui financent ça, puis peut-être même à l'international, qui ont avantage à voir le Canada devenir très chaotique, de venir voir le Canada paralysé, de voir le Canada dans une crise interne. Pour différents enjeux, particulièrement quand il était sur le pont ambassadeur, donc à Windsor, entre les États-Unis et l'Ontario, c'est par là que se transige beaucoup la fabrication des autos. Donc, différentes pièces d'automobile qui passent là à chaque jour, les composantes. Donc, si les États-Unis veulent, exemple, s'assurer que tout ça transfère aux États-Unis puis qu'on ne fasse plus affaire avec le Canada, que ce soit juste des jobs américains qui font ça, ben oups, on ferme la frontière, ben là, on n'est plus capable de produire les autos. Si on s'était tout produit aux États-Unis, ça serait gagnant. Je ne dis pas que c'est pas ça la motivation, mais un autre pays pour avoir une autre motivation. Quand on sait qu'il y a de l'argent international, c'est d'autant plus préoccupant. Mais dans la situation qui nous occupe, là, la décision, après 3 semaines, de laisser aller de la part de Justin Trudeau, d'absence de leadership, de dire que c'était à la police d'Ottawa de s'en occuper, quand s'il était au Parlement, c'est vraiment parce qu'il voulait s'adresser au gouvernement du Canada, et non à une ville quelconque en Ontario, il aurait fallu agir, il aurait fallu réagir, il aurait fallu entamer un dialogue, il aurait fallu coordonner une escouade policière peut-être, ce qui s'est peut-être fait, mais dont on n'a jamais vu les résultats, jusqu'à temps d'arriver à une intervention policière beaucoup plus musclée, ce qui devait être fait même dès le départ. Mais ils sont allés jusqu'à, et après avoir libéré le pont ambassadeur, d'ouvrir la loi sur les mesures d'urgence. Et ça a été un tout autre débat et qui, pour moi, là, dépassait complètement. Là, c'est d'attaquer avec la bombe atomique les droits des gens sur place, d'aller fouiller leurs comptes de crédit, d'aller fouiller, avec une répercussion qui peut être immense quand il y a des gestes citoyens de bonne foi qui ont été faits. Et ça, pour moi, ça me dépassait complètement d'avoir utilisé la loi des mesures d'urgence, qui était commencée à être la loi des mesures de guerre. Et on a vu, le lendemain, un pays l'utiliser pour vrai, qui est l'Ukraine. C'était quoi une véritable loi des mesures de guerre? Et d'obliger même de préparer les gens à utiliser les armes, les hommes de rester sur place et se préparer à un climat de guerre. Nous, on a fait ça dans un climat qui était, somme toute, pacifique. Et ça me dépasse complètement. Donc ça, pour moi, je me suis opposé fermement à cette loi des mesures d'urgence-là. Ça m'a fait mal à la démocratie. Ça m'a questionné beaucoup comme élu qu'on se rende jusque-là à utiliser une loi qui devrait être utilisée qu'en extrême urgence. Et c'était pas une situation d'extrême urgence, c'est qui s'appliquait mur à mur partout au Canada. Donc on a cherché à faire quelque chose, à avoir des données qui dépassaient le contexte simplement du quadrilatère des rues d'Ottawa qu'on voulait défaire. Et ça, le gouvernement ne veut pas rendre de compte là-dessus. Et ça me préoccupe encore plus. Et finalement, la loi a été révoquée, heureusement. Mais elle a été révoquée quand? À mon sens, c'est quand le Sénat allait voter sur cette loi-là. Et le Sénat, je pense qu'elle allait la rejeter. Donc, au lieu de perdre la face par un vote du Sénat, Justin Trudeau a préféré révoquer sa loi. Ce qui est, à mon sens, qui rajoute au sentiment de lâcheté que je vois que ce qu'a fait preuve le premier ministre là-dedans. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux maintenant récapituler ton voyage à Washington en décembre dernier? Du coup, pourquoi tu y es allé, comment ça s'est passé et quels étaient les enjeux? Bien, je suis allé, j'ai été invité par la ministre des Affaires étrangères, donc la ministre Ng, qui s'en allait dans un contexte où il y a le Build Back Better Act, donc un projet de loi des États-Unis. Ce que je nommais tantôt sur le pont ambassadeur témoigne un peu de ça. Donc, les Américains veulent donner des crédits allant jusqu'à 12 500 $ pour des gens qui achètent des automobiles aux États-Unis électriques, mais qui doivent être produits 100% aux États-Unis. Donc, les pièces, les composantes, les moteurs, tout doit être fait aux États-Unis pour avoir droit à ce crédit-là. La composante actuellement se fait de par le transfert, certaines se fait au Canada, d'autres aux États-Unis. Il y a beaucoup d'échanges qui se fait là. Donc, il y a un risque énorme sur l'économie canadienne, particulièrement l'automobile dans le sud de l'Ontario, qui pourrait être impacté très, très négativement si cette loi-là était appliquée telle qu'elle. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est une équipe Team Canada, je le mets en guillemets parce que ça me fait bien rire comme souverainiste, comme député du Bloc québécois, mais c'est d'intervenir auprès d'autres élus, puis particulièrement appuyer nos alliés. Moi, j'ai été là auprès des élus de l'Iowa et de la Floride et différentes personnes, des gens des syndicats par exemple, pour pouvoir leur dire, mettez votre poids politique vers les démocrates, les républicains, mais particulièrement les démocrates autour de Joe Biden pour dire, hey, ça n'a pas de bon sens. Parce que si, en ce moment, si on ne fait pas d'échange avec le Québec, le Canada, pour ça, ça veut dire on est quoi? On est dépendant du marché de la Chine, notamment pour tout l'approvisionnement des lithium des batteries. Est-ce que c'est vraiment gagnant pour les États-Unis? Absolument pas. Est-ce que c'est gagnant pour nous? On est évidemment perdant là-dedans. Il faut avoir une vision davantage peut-être nord-américaine, ou en tout cas Canada, États-Unis de la chose, et de sensibiliser l'impact que si vous êtes trop nombriliste dans votre truc, ça peut vous faire plus de tort que de gain.
Et moi, particulièrement, l'enjeu que je voulais souligner là-dedans, c'est le bois d'œuvre, la crise du bois d'œuvre. On est évidemment une région forestière, comme on est une région qui peut produire du lithium et des minéraux critiques. Mais sur le bois d'œuvre, qu'on envoie nos 2x4, bien, s'il y a une surtaxe d'allant jusqu'à 20 à 30 bien, ça a un impact qu'on va en envoyer moins. Mais eux autres aussi sont dans une construction, ils ont un gros plan. Joe Biden veut faire un large plan de construction de logements sociaux abordables. La réalité, c'est que si le 2x4 te coûte plus cher à traverser la frontière de 20 bien, il va en acheter moins, il va pouvoir... Tout son plan va lui coûter aussi beaucoup plus cher. Est-ce qu'on aurait avantage à faire confiance au Bois du Québec pour pouvoir les aider à en vendre plus? Nous, on est gagnants de ça. Eux sont gagnants aussi parce qu'ils achètent moins cher, vont pouvoir faire plus de construction. Le problème dans les dynamiques canadiennes et américaines sur la question du bois est souvent plus l'industrie de la Colombie-Britannique que la nôtre. Mais c'est ce que j'ai voulu les sensibiliser. Est-ce qu'on a les bons barèmes, les bons benchmarks pour pouvoir évaluer comment se fait l'industrie québécoise, notamment parce qu'il y a de l'offre et de la demande. On critique de dire, bon, ben, on subventionne l'industrie forestière au Québec. C'est le reproche que nous fait les États-Unis. Ce qui est faux. Notre modèle n'est pas basé comme ça. Mais il faut leur expliquer ça, avoir pris le temps de le faire, sensibiliser les impacts négatifs en voulant dire, regarde, vous voulez être protectionniste, vous voulez jouer la game de Donald Trump, là? Joe Biden veut jouer la game de Donald Trump pour attirer ces votes-là. Bien, finalement, oups, il se tire plus dans le pied qu'il pense. Fait que c'est ce qu'on a voulu sensibiliser, puis d'avoir cet esprit de partenariat-là économique, parce qu'au Québec, en Abitibi-Témiscamingue, ça nous touche, l'impact, évidemment, sur le bois d'œuvre, puis sur la production des minéraux critiques stratégiques. Fait que ça a été ça un peu que je suis allé faire avec la ministre, rencontrer des gens, des syndicats, comme je disais tantôt, des constructeurs de maisons, les différents élus. Ça a été quand même assez rapide, là, sur 2 jours, mais j'ai senti qu'il y avait vraiment une bonne écoute là-dessus, puis voir, OK, bien, une bonne idée peut avoir des conséquences négatives, donc peut-être qu'il y a une fausse bonne idée là-dedans. Donc c'était une visite fructueuse et tu as été entendu par les gens. Tout à fait. Je ne me suis pas rendu jusqu'à Joe Biden. Il ne faut pas se faire d'illusions dans le contexte. Là. Mais et j'ai eu la chance, vendredi dernier, on était en comité de l'industrie. La ministre Ng est revenue au comité pour lui poser la question, qu'est-ce qu'il y en est maintenant? Évidemment, ça a peu avancé. Puis là, puisqu'on parle de quelque chose qui a été fait en décembre, là, la loi n'a pas été révoquée, mais en même temps, elle n'a pas été adoptée. Donc, j'ai encore espoir que ça va se régler de la bonne façon. Déjà, les surtaxes de bois ont été diminuées. Elles sont encore présentes. Donc, ça avance. C'est pas réglé. Mais je pense que l'industrie forestière peut souffler un peu plus, mais on n'est pas encore dans la prévisibilité et de pouvoir reprendre la construction, la production comme elle était avant. Merci bien. Plus tôt, tu mentionnais l'Ukraine et donc son invasion par la Russie, un sujet qui fait le tour du monde en ce moment, évidemment. Je voulais te demander, selon toi, quelles sont l'aide que le Canada peut faire, comment le Canada peut aider les Ukrainiens en ce moment et le malheur qui se passe chez eux. Comment on peut aider? Il y a beaucoup de façons possibles, puis on s'entend que ce conflit-là, on voit un pays très armé qui décide d'en envahir un autre. Est-ce que la solution militaire est la véritable solution? Enfin, on s'entend que ça sera aux États-Unis de le décider, puis généralement, l'armée canadienne va suivre celle des États-Unis dans le contexte. La meilleure façon de sauver des vies, c'est évidemment de ne pas y aller. Sauf qu'en même temps, si on fait ça, on capitule, puis le pays de l'Ukraine risque d'être pleinement envahi. Est-ce que c'est la meilleure chose qui peut arriver? Je pense que la réponse est non. Il faut savoir que l'Ukraine, c'est le contrôle des ressources stratégiques. Ça limite, ça ressemble beaucoup à l'Abitibi-Témiscamingue, là. Beaucoup de minéraux critiques, stratégiques qui sont là, beaucoup d'agriculture, du blé, maïs, etc. Donc, le contrôle de ces ressources-là sont essentielles pour la Russie, pour les tourner non pas vers l'Europe comme l'Ukraine tente de le faire, on fait des démarches pour intégrer l'Union européenne, mais de les tourner vers la Russie pour le marché russe, pour les Russes, pour l'économie russe et nourrir les Russes. Et c'est aussi une voie de passage, l'Ukraine, entre la Russie et l'Europe. Très stratégique, même que pour dévier de l'Ukraine, ils ont créé le Eurostream 2 pour passer en dessous de la mer Baltique, si je ne me trompe pas, pour pouvoir se rendre en Allemagne. L'Allemagne était dans le processus d'approuver ou non d'un point de vue environnemental, puis finalement, bon, la guerre est partie, donc ils l'ont refusé. Mais c'est cet accès-là vers l'Europe qui est extrêmement stratégique. La Russie veut le reprendre. Comment que nous, après ça, pour revenir à ta question, comment qu'on peut aider là-dedans? Bon, les sanctions économiques, je pense que c'était nécessaire. C'est un pas qui était à faire. On voit l'impact que ça a sur l'économie, mais en même temps, je suis convaincu que Poutine s'y était préparé à ça, que chaque pays riposte à ça. Même si la valeur du rouble tombe, la catastrophe interne, elle n'est pas tant, je pense, si élevée que ça. Il va y avoir des démarches à long terme, je pense, qui vont être intéressantes à maintenir, mais en même temps, il va falloir faire preuve, oui, de cohésion comme il se fait en ce moment et d'être conséquent dans nos actions. Ce que je redoute une fois que la Russie va vouloir faire marche arrière, qu'est-ce qu'elle aura négocié?
À court terme, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, je pense être une terre d'accueil. Une terre d'accueil. Donc, les gens qui ont des visas présentement, qui sont sur notre territoire, qui viennent d'Ukraine, est-ce qu'on peut les prolonger automatiquement? Ça prend quoi, à peu près 3-4 semaines d'avoir un visa? 9 jours administratifs avant qu'il soit accepté. On peut-tu faire tomber cette étape-là face à l'Ukraine? S'assurer qu'ils viennent. Puis même, admettons, on peut penser aux mesures sanitaires. S'il n'est pas doublement vacciné de Pfizer ou Moderna, tu sais, regarde, on gérera la quarantaine plus tard, venez-vous-en. Oui. Évidemment, il n'y a pas de vol qui part d'Ukraine pour s'en venir. Il faut qu'ils traversent vers un pays neutre, la Pologne ou autre, pour pouvoir prendre un avion pour s'en venir vers ici. Et développer, puis là, ça se jase. La semaine passée, en tout cas, souhaiter qu'il puisse y avoir un programme de réfugiés pour des gens d'Ukraine. On sait qu'il y a plusieurs familles, même du Témiscamingue, qui souhaiteraient, parce qu'il y a de belles familles qui sont en Ukraine, qui pourraient être intéressées à accueillir des Ukrainiens ici. En Abitibi-Témiscamingue, on a une histoire avec des Ukrainiens. Il y a une église, évidemment, ukrainienne à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or. Le père Chichka est décédé la semaine dernière, drôle de coïncidence, mais quand même, est-ce qu'on peut devenir une terre d'accueil, justement, parce que c'est peut-être ici aussi que leur mode de vie peut se ressembler, que l'économie peut se ressembler. D'excellents mineurs, peut-être, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il y aurait vraiment quelque chose de gagnant à développer de ce côté-là. Moi, je pense qu'on devrait pouvoir être une communauté d'accueil de réfugiés, qu'on aurait tout avantage à pouvoir le faire. Et ces démarches-là se font, puis si jamais il y a des gens que ça intéresse de pouvoir offrir leur service, bien, n'hésitez pas à communiquer avec mon bureau. On est facile à rejoindre, lemire.info, et on pourra entamer un dialogue de ce côté-là. Puis moi, dès que je vois une opportunité qui se présente du côté d'Ottawa, bien, pouvoir mettre les gens en contact, c'est le genre de choses qu'on peut offrir, effectivement. Est-ce que pour l'instant, tu trouves que Ottawa a fait le pas pour aider et commencer à aider les Ukrainiens et à accueillir certains? Bon, il n'y a pas encore le programme de réfugiés comme je souhaiterais le faire, là, pouvoir dire s'il y a des gens qui se proposent, une communauté qui se propose de pouvoir le faire puis faciliter le pas, on n'est pas encore là. Mais ça se travaille, ça se fait. Je pense qu'en temps et lieu, c'est une guerre qui, bien que ça faisait des années qu'on voyait que Poutine avait cette ambition-là. Dans les circonstances, je ne suis pas très critique de ce qui se fait à Ottawa, même qu'au contraire, je pense que les gestes qui sont posés en ce moment sont les bons gestes. Avec la force qu'il faut mettre tranquillement, tout en étant ferme dans l'opposition qu'on peut avoir, tout en étant terriblement solidaire au peuple ukrainien. Mais il faut absolument ouvrir nos frontières. Ça, je pense que c'est nécessaire dans le contexte, puis d'être généreux de ce côté-là. Mais il s'en vient différentes choses. Je pense que le Canada a augmenté à plus de 100 millions là, sa contribution, particulièrement en matériel médical, en matériel de protection. Là, est-ce qu'on est allé dans les armes ou pas? J'ai peut-être manqué ce bout-là. Au début, on ne l'était pas. Faut aider, effectivement, les Ukrainiens. Même j'entendais la France ce matin au niveau de l'iode pour se protéger sur toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir au niveau de la conséquence nucléaire, se protéger. Alors, c'est vraiment un conflit qui heurte nos valeurs les plus profondes. Non, il faut être généreux. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Merci. Sur un autre sujet, tu communiques beaucoup par voie postale, du coup, et j'ai eu du comité aviseur jeunes et du comité aviseur des aînés. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ils consistent, quand est-ce qu'ils ont été créés, et voilà. Les comités vont être créés prochainement. C'est un engagement de campagne électorale que j'ai fait, qui me vient au départ d'un citoyen aîné qui m'a dit, ben moi, j'aimerais ça que tu puisses venir jaser avec les aînés de notre centre, puis on pourrait créer ça, une espèce de comité aviseur. Moi, je serais intéressé à t'entendre puis à te conseiller sur certains trucs qui touchent les aînés, parce que j'ai l'impression que la réalité des aînés est pas bien entendue à Ottawa. Puis c'est un fait, moi, c'est une bataille qu'on a pris à cœur au Bloc québécois, augmenter le niveau de vie, de qualité de vie des aînés, la pension de sécurité de la vieillesse de 110 $ par mois. C'est un engagement qu'on avait en 2019, qu'on a encore aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs lancé une pétition, il me semble. Tout à fait, pour mettre de la pression sur le gouvernement, parce que le gouvernement fédéral a été très généreux dans le contexte de la COVID, un peu trop diront certains, évidemment, mais à peu près tout le monde a reçu de l'aide, sauf les aînés. En tout cas, ceux de 64 à 75 ans n'ont rien eu. Ceux de 75 ans et plus ont reçu un chèque de 500 $, quoi, coïncidence, la veille de l'élection. Je ne veux pas entrer là-dedans, mais et se font promettre une augmentation en juillet prochain d'un montant qui, grosso modo, fait à peu près 50 à 60 $ par mois. Donc, beaucoup en deçà du 110 $ qu'on voyait. Et 110 $, c'était ce qu'on s'est engagé, notre promesse de campagne électorale. On s'entend qu'elle date avant aussi tout le contexte d'inflation dont on vit présentement avec la COVID. Tout coûte beaucoup plus cher, le panier d'épicerie coûte beaucoup plus cher, on le sait, le beurre, le bacon, etc. Le logement coûte plus cher, l'Internet,
Tout ça coûte plus cher. L'essence, évidemment, l'essence, effectivement. Moi, je suis venu en voiture électrique aujourd'hui. Je suis bien content de l'avoir faite. Mais pour me rendre à Ottawa l'hiver, j'ai pas le choix, j'ai un véhicule à essence. J'ai été assez surpris du prix que ça coûte, effectivement, comme tout le monde. Oui, et tout ça coûte plus cher. Mais l'aîné n'a pas nécessairement les moyens de retourner sur le marché du travail pour faire un revenu d'appoint. Et en même temps, Colin, comme société, il faut reconnaître la contribution. C'est eux qui ont créé le Québec, le Canada d'aujourd'hui. Il faut être capable de reconnaître cette contribution-là. C'est un enjeu de dignité aussi qu'on doit avoir face à nos aînés. Puis à peu près tous les autres gens dans notre société ont été aidés par le fédéral, sauf les aînés. Et ça, moi, ça me choque énormément. Donc, la pétition qu'on a lancée est celle-là. Les gens vont le recevoir par la poste d'ici 2 semaines pour nous inviter à remettre. Ils n'ont pas besoin de timbre, donner leurs coordonnées et nous l'envoyer par la poste. Ça va se rendre directement au bureau. Et après ça, nous, on va le déposer au ministre pour mettre de la pression politique, pour obliger les libéraux à passer à la prochaine étape et d'être eux aussi généreux envers les aînés parce qu'en ce moment, nos aînés souffrent, s'isolent énormément. C'est probablement eux qui ont été les plus impactés par la pandémie, évidemment, ça et les jeunes, et qui ont peu de lieux d'expression. Donc, l'idée d'un comité aviseur est celui-là, d'entendre les préoccupations. Donc, là-dedans, moi, je suis à la recherche, dans le fond, de gens de tous les territoires. C'est sûr qu'au début, on risque de fonctionner un peu plus de façon électronique. Moi, je peux être appelé à me déplacer puis rencontrer les gens là-dedans. Donc, moi, je veux savoir c'est quoi le pouls, la réalité, qu'est-ce qui est vécu, c'est quoi les préoccupations, les priorités, et en même temps, de pouvoir porter cette voix-là dans mon discours à Ottawa, dans mes interventions en chambre. Donc, il y a quelque chose de gagnant-gagnant là-dedans. Puis si, en même temps, ce qu'on veut par ces aînés-là, ils veulent avoir, mieux s'outiller sur une situation, mieux comprendre c'est quoi la réalité des aînés, faire venir un expert d'une telle situation pour tenter de trouver des solutions, bien, par le bureau, on est capable de trouver ces solutions-là. Donc, je cherche à peu près un groupe d'une douzaine de personnes de chaque territoire. On a reçu des candidatures, beaucoup d'autres MRC. Au Témiscamingue, on en a un peu moins. Même, je pourrais vous dire que c'est un besoin. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, que ça intéresse, je peux vous ramener soit sur ma page Facebook de député, Sébastien Lemire, député Bloc québécois Abitibi-Témiscamingue, ou par le formulaire du site www.lemire.info. Et à partir de là, nous faire part de votre intérêt, on vous contactera rapidement. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que dès la fin mars, qu'on puisse avoir cette première rencontre-là. Et c'est un comité qui va se créer avec les gens. On n'a pas voulu trop imposer la structure pour qu'on voit comment on l'installe et qu'on voit qu'est-ce qui est le plus efficace. Puis peut-être que la première année, on va créer un colloque. Peut-être qu'on n'en fera pas. Peut-être qu'on va répondre à des besoins. Le comité sera très autonome pour définir ça. Puis la deuxième année peut être très différente de la première. Côté jeune, la même structure se fait, mais il y a des démarches aussi en ce moment parce que moi, il y avait un forum jeunesse auquel je croyais beaucoup, auquel je m'étais impliqué comme administrateur il y a 20 ans, comme coordonnateur avant de faire le saut en politique et qui est laissé à lui-même en ce moment. Puis, en tout cas, je tends la main pour voir de quelle façon, en tout cas, on pourrait tenter d'avoir une ouverture pour voir comment on porte la voix des jeunes en Abitibi-Témiscamingue. Ce que je nomme est un comité, dans les deux cas, qui n'est pas partisan. C'est pas un comité du Bloc québécois. Mais c'est Sébastien Lemire, moi, comme institution, qui a un local, qui a un budget, puis qui a une voix importante pour la région. Est-ce que ça peut servir à la communauté pour pouvoir mieux se faire entendre? Bien, c'est le pari que je veux prendre avec les gens de la population. Puis c'est quelque chose qu'on va construire ensemble. Donc, pour aider les aînés, pour l'instant, vous vous concentrez sur la pension. Et pour les jeunes, c'est quoi votre premier défi? Et là, chez les jeunes, bien, il y en a plusieurs. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont, quand on parle de la jeunesse, qui relèvent beaucoup plus du provincial que du fédéral. La question de l'éducation, tous ces enjeux-là sont là. Les sports et loisirs, la plupart, est des enjeux qui sont davantage au provincial. L'enjeu de la santé est au niveau provincial. Donc, les bourses d'études, c'est nécessairement au niveau du Québec aussi. Mais c'est là qu'il va être intéressant, justement, d'entendre la voix internationale, les préoccupations, la question de l'environnement. Ça se passe beaucoup au niveau fédéral. C'est une chose qu'on peut craindre, si tu me permets une parenthèse, de la guerre avec la Russie, c'est l'augmentation des prix du pétrole. Et on l'a vu en Chambre, les conservateurs donc de l'Ouest se disent « Hey, opportunité, arrêtons de faire affaire avec la Russie. » C'est à peu près quoi, 3% du pétrole canadien qui viendrait de là, en tout cas selon ce que j'ai pu capter. Mais produisons davantage de pétrole canadien. Mettons le pétrole canadien en guerre contre la Russie. Mais ça a un risque. Puis de toute façon, ça ne sera pas opérationnel avant 15 ans. Et ça a une conséquence environnementale tragique. Le monde est en train de faire un virage. Les études du GIEC sont très, très claires qu'il faut tourner le dos aux combustibles fossiles. Mais il y a un momentum qui va nous dire non, il faut que le Canada exporte son pétrole. Et c'est complètement risqué et stupide, je pense, de penser ainsi. Parce qu'à court terme, ça ne règle rien. Puis à long terme, on tue la planète. Fait que
le juste milieu n'existe pas que de poursuivre une transition énergétique durable, être justement moins dépendant des Russes parce qu'on va avoir une économie basée davantage sur des alternatives renouvelables. Je pense qu'on est là-dessus, mais c'est le genre de truc dans lequel les jeunes peuvent avoir évidemment une préoccupation. Puis, est-ce que c'est de faire des recherches? Est-ce que c'est là-dessus? On fait venir des experts? Est-ce qu'on envoie une voix? On veut se faire entendre? Moi, je laisserai cette assemblée-là être souveraine aussi sur l'esprit qu'elle veut créer. On est plus en produire du contenu ou on est en train de faire des recherches? Est-ce qu'on veut faire porter une voix ou on veut que moi je puisse le faire? Ça va être des belles discussions à avoir, sincèrement, mais je voulais créer entre ces deux groupes-là qu'on entend moins parler dans notre société, avoir un contact un peu plus direct. Super. Tu mentionnais ta page Facebook, du coup tu es très active, je vois beaucoup de posts, je te suis assez de près. Et j'aimerais du coup te poser des questions sur certaines choses que tu as postées récemment. Notamment il y a un mois, tu dénonçais une perte du pouvoir pour le Québec au sein du Canada, car la province aurait été la seule à se voir retirer une circonscription au redécoupage électoral fédéral. Mais le Parlement a ensuite reconnu la nécessité de rejeter la proposition. Elle ne l'a pas reconnu par hasard, parce qu'il y a au fédéral des journées d'opposition. Donc, il y en a 7 en tout par 3 mois, par saison. Et là-dessus, le Bloc, on en a 2, le NPD 1, les autres sont aux conservateurs. Et on a profité de notre journée de l'opposition la semaine dernière pour dire en sorte que pendant une journée, le sujet de débat serait ça. Donc, est-ce que c'est acceptable que le Québec perde une circonscription? Et ça a été voté, chaque parti se sont prononcés pour. À peu près 60 ou 70 conservateurs qui ont voté contre notre motion, mais pour le reste, ça a été adopté. Donc, l'évolution démographique influence le nombre de circonscriptions électorales, mais pour la première fois depuis des décennies, une province perdrait un siège. Donc, au lieu d'être 78, on tombe à 77. On est à peu près 23 % du Parlement, avec 78 députés sur 338. Et là, on tomberait à 77, 3 plus en Alberta, une en Ontario, puis une en Colombie-Britannique. Ça représente la démographie. Mais en même temps, l'île du Prince-Édouard a 4 députés. Si c'était au prorata, il y aurait peut-être 1 ou 2 députés maximum. Oui. Donc, il y a déjà eu, parce que tu ne peux pas avoir moins de députés provinciaux que tu as de sénateurs. Et historiquement, comme c'est une province qui a fait partie des provinces, en tout cas dans les maritimes, il y a eu des provinces fondatrices, tu as 24 sénateurs au Québec, 24 en Ontario, ça ne suit pas la démographie. Mais il y a ce règlement-là. Est-ce qu'au Québec, on pourrait aller, donc, la prochaine étape pour nous autres au Bloc québécois, reconnaître qu'on est une nation? Ça a été fait par le Bloc, une motion, par le même principe, journée d'opposition, le Québec est une nation francophone. On a été reconnu, puis ça a été voté à la très large majorité. Si on est une nation reconnue, est-ce qu'on peut avoir 25 % des sièges de la Chambre des communes? Là, il y aura un manque à gagner de 10 députés. Ça sera une bataille prochaine qu'on va faire. Au moins, s'assurer dans un premier temps, est-ce que c'est acceptable qu'on perde un député? La réponse est non. Puis, des circonscriptions, ça devient des circonscriptions énormes. Juste la circonscription, ici, anciennement, c'était Témiscamingue, dans lequel on avait les 3 MRC, le Témiscamingue, Rouyn-Noranda et l'Abitibi-Ouest. Et maintenant, on est rendu avec Abitibi. Et tout ça, ça fait un territoire qui est immense à couvrir pour une seule personne, pour une équipe de travail. Je peux vous en témoigner. Mais jusqu'à comment on doit élargir ça, sans avoir une réflexion plus en profondeur sur c'est quoi le véritable poids du Québec au sein du Canada. Évidemment, ultimement, après ça, la question qu'on aura à se poser, pourquoi qu'on voudrait avoir juste 25 % du poids politique d'un Parlement? Pourquoi qu'on n'aurait pas 100 % contrôle de notre Parlement, avec 100 % des ressources, voter 100 % de nos lois? Et ça, c'est l'indépendance. On n'ira peut-être pas là aujourd'hui, mais d'abord, la question du poids politique du Québec, il y a déjà un pas important qui a été fait la semaine passée. Le Parlement rejette cette proposition-là d'Élections Canada basée uniquement sur la démographie. Et après ça, ils auront à refaire leur devoir et nous proposer quelque chose qui fera en sorte, oui, il y aura peut-être plus de sièges, mais le poids du Québec ne sera pas impacté de ce côté-là de façon négative. Mais c'est sûr que si on garde 78 députés du Québec, puis qu'on augmente à 342 députés au lieu de 338, le poids politique du Québec diminue encore. Donc, il y a des réflexions à faire pour pouvoir l'augmenter. Comme je dis tantôt, c'est dans un second temps. C'est que le début pour l'instant de la bataille pour le Québec. Mais c'est énorme le poids. Tu sais, quand on le sait, des fois, le gouvernement minoritaire, ça donne un poids énorme pour le Québec, notamment par le travail qu'on fait au Bloc québécois. Il y a 10 ans, 15 ans en fait, l'opposition et le gouvernement étaient nez à nez. Donc, une circonscription ou 2 différences peut faire un impact qui fait changer la dynamique du Canada, changer un vote important. Donc, considérer la nation francophone québécoise de façon distincte avec un poids politique, c'est nécessaire. Sinon, on n'existe plus et on est condamné à régresser et donc à s'éteindre. Et ça, c'est dangereux.
C'est dangereux. Déjà que le poids politique du Québec, quand c'est des questions économiques, on le sait, là, les décisions sont prises pour les entreprises dans le sud de l'Ontario, pour l'industrie pétrolière dans l'ouest canadien. Mais quand c'est une décision du Québec, c'est toujours plus difficile de se faire entendre. Fait que si en plus on perd des sièges, on perd des élus, des représentants, on survivra pas. Et donc plus récemment, au comité permanent de l'industrie et de la technologie, tu as interpellé le ministre Champagne sur l'importance des deuxième et troisième transformations de lithium en Abitibi-Témiscamingue. Quels étaient tes arguments? Belle question. D'abord, ça, c'est arrivé vendredi, donc la même rencontre qu'il y avait la ministre Ing, il y avait aussi la ministre du Développement rural, Mme Hodgson. Mais dans le contexte du comité de l'industrie, on a fait une étude sur les minéraux critiques stratégiques. Ça a commencé avec une transaction de Néolithium, qui est une compagnie australienne, qui est en Australie, pardon, je reprends, qui est une compagnie en Argentine, mais qui est de propriété canadienne. Mais qui a de Canadiens seulement le fait qu'elle transigeait au TX6 à Toronto parce que c'était par des Anglais qui en étaient les bailleurs de fonds derrière. Elle a été rachetée par des Chinois. On a fait une étude là-dessus et la prochaine étape de ça, ce qu'on a décidé comme comité, c'est de faire vraiment une étude un peu plus poussée sur les minéraux critiques stratégiques. Moi, c'est un sujet que j'avais amené au printemps passé déjà pour dire, puis faire venir des témoins. Il n'y a pas de vision canadienne du développement de ces minéraux-là. Et on sait l'avenir passe par là. Tout le développement des véhicules automobiles. On n'entrerait pas dans un différend commercial aussi important face aux États-Unis si ce n'était pas si important. Et donc, comment on les gère? Et le modèle de développement des mines a toujours été, prenez la ressource chez nous, parce que vous investissez, vous créez quelques jobs, on est bien content de ça. Vous laisserez l'environnement peut-être, en tout cas anciennement, dans l'état que vous voulez. C'est pas grave. Tant que vous créez quelques jobs, on va être bien content. Puis après ça, partez avec le minéral, l'or et tout. Puis faites ce que vous voulez avec. Il faut changer complètement ce paradigme-là. D'abord, la responsabilité sociale des entreprises est beaucoup plus importante, mais aussi d'arriver vers l'importance de nommer la possession de cette ressource-là, parce qu'elle est rare, parce qu'elle est stratégique, parce qu'elle est critique même. Si on la vend aux États-Unis, puis que ce soit eux qui vont créer les cellules, qui vont faire les batteries, on est perdant. Pourquoi on ne pourrait pas les faire justement avec Lion Électrique au Québec? Pourquoi on ne peut pas Novabus? Il y a beaucoup d'exemples, même en Ontario, qui puissent se faire. Donc, la possession de ces minéraux-là, elle est fondamentale. Moi, la bataille que je fais, c'est aussi de se dire, cette deuxième, troisième transformation-là qui est nécessaire dans le processus avant d'être une batterie, il y en a plusieurs dans le cas du lithium notamment. Est-ce qu'on peut en faire plus qu'une sur le territoire à proximité de la ressource? D'abord, c'est économique parce que c'est une grosse roche, là. Si tu exportes ta grosse roche, ça va te coûter un prix de fou. Fait qu'il y a nécessairement une première concassage, puis un raffinement, puis l'étape chimique qui peut se faire à proximité, mais est-ce qu'on peut amener différents états, anode, cathode, etc., est-ce qu'on peut les maximiser sur le territoire à proximité de la ressource? Moi, c'est ça qui est la préoccupation. Donc, on demeure propriétaire de nos minéraux, mais en même temps qu'on puisse s'assurer d'avoir un maximum de transformation sur place, qu'on ne soit pas juste une région ressource au sens du terme, comme ça a été notre modèle de développement depuis qu'on existe. Est-ce qu'on peut faire un peu plus avec nos ressources? Et c'est ça que j'essaie d'influencer parce que le gouvernement canadien, puis particulièrement le ministre Champagne, dans sa lettre de mandat, doit déposer c'est quoi la vision du Canada dans l'exploitation des minéraux critiques. Et donc, est-ce qu'on peut avoir un modèle qui tient compte des réalités des régions? La transformation à proximité, puis même, une des choses que je lui ai posées comme question, il y a dans le dernier budget du gouvernement du Canada un montant de 9,6 millions pour un centre d'excellence sur les minéraux critiques, la batterie, particulièrement, qui va être financé par le gouvernement du Canada. Est-ce que j'ai plaidé? Est-ce que ça peut se faire en Abitibi-Témiscamingue? Pourquoi? Parce que la ressource, elle est chez nous. On a déjà l'IRM de l'UQAT, donc l'Institut de recherche sur les mines et l'environnement. On a le collectif Élément 08, qui est encore une fois piloté par l'UQAT, mais avec Polytechnique, avec le CETRI, le Cégep, qui est là. Il y a différents acteurs. Évidemment, toute l'infrastructure minière est là, toutes les PME qui gravitent autour. L'expertise, elle est déjà en région. Est-ce que si ce centre-là se créait, est-ce qu'on pourrait l'avoir aussi en région? Comment ça pourrait être gagnant? C'est une sensibilité que j'ai nommée ministre. Il m'a dit que j'étais bon plaideur pour ma région. Ceci étant dit, ça ne me dérange pas. Moi, ce que je veux, c'est un résultat. Mais assurément, si on ne lance pas l'idée publiquement, ça ne se fera pas. Je pense que ça devrait avoir lieu chez nous. C'est une des choses aussi que j'ai pu faire dans cette rencontre-là. Mais de sensibiliser l'importance de la transformation à proximité, que la filière batterie puisse se faire au Québec, parce que ça aussi, c'est un enjeu qui relève de Québec. Québec a développé une stratégie en ce sens-là. Il ne faudrait pas que le fédéral décide de dire, moi, je va aller jouer là-dedans parce que ce n'est pas sa responsabilité, mais on sait que le gouvernement Trudeau a cette tendance-là de pouvoir aller jouer dans les compétences des provinces, même si ce n'est pas son mandat. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup.
Merci d'avoir regardé notre émission. Un nouvel épisode est disponible chaque semaine. Je suis Charlotte Waro, journaliste à TV Témis. À bientôt.